Alors, bienvenue à toutes, à tous pour cette conférence qui s'intitule L'olfacto-coaching pour habiter poétiquement le monde. Mon intention pour la fin de cette conférence, c'est pas de vous montrer comment habiter poétiquement le monde. Si vous êtes là ce soir, et je sais que, il y a des olfactos, il y a des personnes qui ont suivi la formation olfacto-coaching. Il y a des personnes qui s'intéressent à l'art. Il y a des personnes qui sont nouveaux, ne me connaissent pas, ne connaissent pas l'olfacto. Et elles sont les bienvenues. Mais si vous êtes là ce soir et que vous écoutez cette conférence, eh bien, je suis convaincue que vous êtes déjà dans cette disposition. Donc, il s'agit plutôt pour moi de vous montrer combien cela a de la valeur afin de vous inviter à la déployer davantage. Et si vous vous dites, comme moi, je me disais avant, je me suis dit pendant longtemps, que vous n'êtes pas, vous n'habitez pas poétiquement le monde parce que vous ne faites pas de vers, vous n'êtes pas poète, vous n'êtes pas spécialement artiste, eh bien, j'espère vous montrer que vous vous trompez et que nous pouvons tous et toutes, très simplement, parce que c'est naturel, donner droit à cette dimension. Je vais évoquer ce soir 5 points. On va parler de cette expression, hein, habiter poétiquement le monde d'abord. Quelle est son origine? D'où ça vient? Ce que ça a signifié pour beaucoup de personnes, puisqu'elle a 200 ans quand même. Quels sont les enjeux? Pourquoi je l'ai choisi? Quels sont les enjeux pour cette nouvelle année 2025? Donc ça sera le premier point. Le deuxième point, ça sera de vous montrer comment l'olfacto-coaching se positionne par rapport à ça, par rapport au coaching classique. Ensuite, je vous exposerai comment l'olfacto-coaching a changé ma vie. Le quatrième point, ça sera les 3 dimensions que j'ai choisies dans la démarche olfacto-coaching qui sont relatives bien sûr à cette dimension d'habiter poétiquement le monde. Et enfin, il y aura un temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, par souci de fluidité pour cette conférence, comme je le disais, je ne répondrai pas aux questions du chat, mais vous aurez un temps pour m'interpeller, vos réactions, voilà, je pourrai commenter certains aspects si vous le souhaitez à la fin de cette conférence. Alors venons-en d'abord au premier point, qui est l'origine de cette expression. Alors d'où ça vient, habiter poétiquement le monde? Ça vient du poète allemand Hölderlin, et ça date de 1823, donc, qui a dit donc, dans un célèbre vers, euh, poétiquement toujours, sur terre habite l'homme. Donc je répète parce que c'est très beau, poétiquement toujours, sur terre habite l'homme. En 1951, il y a le philosophe Heidegger qui reprend ce vers et qui lui donne une dimension sociale et politique en soulignant qu'il s'agit d'une manière d'habiter le monde, d'y exister et que c'est le fondement pour lui de la condition humaine, que c'est vraiment un mode de présence au monde. Donc finalement, ça nous touche tous. Ça ne concerne pas que les poètes ou que les artistes, mais ça nous concerne tous et toutes. En 2012, donc face à la mondialisation qui génère de l'anxiété,
il y a un groupe de poètes et d'acteurs culturels, d'intellectuels, qui publient dans une revue Canopée en collectif chez Actes Sud euh, un manifeste par rapport à habiter poétiquement le monde. Alors, il y a des personnes comme Christian Bobin, le poète, il y a aussi des acteurs de cinéma, il y a Juliette Binoche, il y a des chanteurs, Grand Corps Malade, il y a Albert Jacquard, il y a Agnès Varda, il y a Sylvain Tesson, écrivain. Donc voilà, c'est vraiment une communauté qui se rassemble et il montre que la poésie et l'écologie sont deux voies possibles pour en finir avec le regard dominant qu'il y a dans le monde. Et il montre qu'en fait, habiter poétiquement le monde, c'est se couler dans le monde, que c'est une façon de se comporter. Et ça, c'est repris en 2020 par un autre collectif dans une autre revue qui est épuisée tellement elle a eu du succès. Ça s'appelle Poésis. Et là, il y a 150 auteurs qui se rassemblent. Alors, il y a des contemporains, il y a Christian Bobin, il y a Pierre Rabhi qui en fait partie. Mais il cite également donc des poètes du passé comme René Char, comme André Chédid, la poétesse, comme Arthur Rimbaud, Neruda. Il y a Edgar Morin qui commente également cet aspect. Et tous se rassemblent pour dire en une phrase choc que peut la poésie sauver le monde. Pour eux, c'est grâce à cet élan qui provient d'un ancrage dans la nature d'abord, et aussi grâce à la croyance dans l'imagination créatrice de l'homme que justement la poésie peut sauver le monde. Alors, au premier abord, poésie, on pense, comme je le disais au début, qu'on n'est pas concerné, qu'on ne fait pas des alexandrins, qu'on n'est pas, voilà, on n'a pas ce talent-là. Mais quand on regarde l'origine du mot poésie, ça vient quand même du grec ancien, poiema, qui veut dire une œuvre, une création. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouvert que le vers et la poésie que l'on a tous appris à l'école ou que l'on connaît par ailleurs. En 2025, où on en est par rapport à ça? Alors, et pourquoi j'ai choisi du coup ce thème-là? Parce que moi, je constate aujourd'hui que le rapport au vivant que nous avons est avant tout un rapport de contrôle, que ça veut dire que c'est un rapport scientifique et technique avant tout, par lequel nous pensons l'appréhender. Le vivant est considéré comme un objet extérieur à nous, hein, que l'on peut quantifier, que l'on peut mesurer, que l'on peut connaître de manière théorique. Et du coup, lorsque ça ne se passe pas comme nous le souhaitons, eh ben, on cherche une explication logique. Ou alors, on fait plus de la même chose, ce qui fait qu'on obtient plus du même résultat, comme le disent les systémiciens. Donc, du coup, ça génère un sentiment d'impuissance, de désespoir, de découragement. On se sent perdu. Or, les difficultés de la vie ne sont pas d'ordre logique. On n'est pas des machines. Et il s'agit, pour moi, de sortir du contrôle, en fait. C'est l'enjeu majeur, car plus on cherche à comprendre, plus on met à distance la vie en nous. Et je crois que ce qui va nous aider, au contraire, c'est d'apprendre comment embrasser la vie, comment la chevaucher, comment faire avec. Et nous avons à trouver un rapport d'intelligence, un vrai rapport d'intelligence avec cette force de vie dont nous avons été coupés en Occident. Tout ce savoir ancestral dont nous avons été privés.
Alors, maintenant, le deuxième point par rapport à l'olfacto-coaching versus coaching. Donc, en coaching, la plupart du temps, comme il est présenté souvent dans les réseaux sociaux ou dans les médias, il va être question de mobiliser sa volonté pour assouvir et réaliser des objectifs mesurables posés à partir de moi, moi-même et encore moi. Du coup, euh, dans certains milieux, même dans certains milieux spirituels, avec plein d'outils, parce qu'on en a plein aujourd'hui à notre disposition, on se sent vite en échec. Enfin, moi, en tout cas, je me suis souvent sentie en échec si on n'a pas réussi, avec la loi d'attraction ou autre, je ne sais trop quoi, à attirer ce que l'on souhaite. D'où ce sentiment d'impuissance, voire de désespoir, qui est souvent masqué parce que ben, parfois on n'a pas envie de l'avouer, hein, que finalement on n'y arrive pas avec tous les outils dont on dispose, mais qui est quand même sous-jacent et bien présent. Alors, en olfacto-coaching, on va chercher à favoriser, on va avoir une autre approche qui est un véritable renversement par rapport à la dynamique du coaching telle qu'elle est présentée la plupart du temps. On va chercher à favoriser cette circulation d'énergie et c'est cette circulation d'énergie qui va permettre d'accoucher de projets, hein. Donc ça, on va le faire à travers l'accompagnement individuel en olfacto coaching, d'idées ou de production, hein, ça va pouvoir se faire en groupe parce qu'il va y avoir une dynamique et une énergie qui circulent avant tout. Euh, et on va chercher également à transformer des peurs face à nos dragons, hein. Ça, c'est tout l'objet du stage, le voyage olfactif du héros. Donc l'enjeu, ça va être de retrouver cette alliance avec le monde qui fait que ça se fait, peut-être pas dans le timing que moi, moi-même et encore moi, hein, je veux, hein, je voulais ou mais peut-être pas dans la forme exacte telle que je l'avais imaginée dans ma tour de contrôle, hein, c'est-à-dire dans la tête. Mais en tout cas, avec beaucoup plus de force et de pertinence par rapport à tout l'environnement qui me dépasse, hein, tout ce que je ne maîtrise pas, donc pour moi-même et pour mon environnement. Donc, c'est un véritable renversement parce que les méthodes et autres outils d'accompagnement que nous proposons en olfacto coaching sont au service du vivant. Et c'est pas le vivant qui est mis en boîte pour être au service de notre volonté. En coaching, habituellement, tel qu'il est présenté, on peut dire qu'on cherche à faire coïncider le réel avec ce qu'on veut. Et en olfacto coaching, le renversement, ça va être qu'on va chercher à faire coïncider ce qu'on veut avec le réel, hein. Donc, c'est complètement une autre approche. Je voudrais maintenant vous partager comment justement l'olfacto coaching a changé ma vie par rapport à cet enjeu. Avant, euh, il y avait comme deux mondes séparés dans lesquels j'habitais, hein, pour revenir à habiter poétiquement le monde. Moi, j'habitais dans deux mondes séparés. Il y avait donc Parce que moi, du coup, je te laisse certains... juste gérer. Si vous pouvez couper les micros, je crois que je ne l'ai pas mis. Euh, Voilà, certains me connaissent, donc j'ai travaillé pendant 15 années en entreprise, en grande entreprise. Donc pour moi, il y avait le monde de l'entreprise, rationnel, méthodique, sérieux, avec des projets, des objectifs, des réunions efficaces, mais aussi un monde donc figé dans des tableaux de bord, des plannings.
il y a eu le coaching pour y être plus performant dans ce monde, s'y développer, hein. Donc changer parce que ce que j'étais, ce n'était pas assez bien. Il fallait que je sois toujours mieux en fait, hein. Et puis à côté de ça, il y avait un monde plus poétique. Il y avait de l'ouvert, du jeu, de la danse. Il y avait de la magie. J'ai rencontré l'olfacto, j'ai rencontré Merlin l'Enchanteur. J'ai, je me suis intéressée à l'art. J'ai développé le contact avec la nature. J'ai fait des marches dans la nature, des quêtes dans le désert. Il y avait un monde plus spirituel, mais un monde marginal pour moi parce qu'il était à côté. Il y avait un monde qui avait toute son importance parce que c'était là où je gagnais ma vie et c'était un monde qui était reconnu par rapport à mes relations. Et puis il y avait tout ce monde-là qui m'appelait, qui me parlait, dans lequel j'étais, mais c'était des pauses en fait. Et après, je revenais dans mon quotidien, à tel point que il y avait de gros décalages quand je faisais des formations ou des voyages, et que je rentrais chez moi. Il y avait ce qu'une Canadienne a appelé le choc de la station-service, c'est-à-dire que j'étais complètement secouée. Il me fallait plusieurs jours pour me remettre dans mon quotidien. Et en fait, pour moi, dans ces deux mondes, il y avait vraiment une frontière infranchissable. Alors, c'est vrai que à un moment donné, j'ai quitté l'entreprise et j'ai eu tendance à rejeter le premier monde, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, des objectifs, du rationnel, du méthodique. Je me suis dit, bon, c'est plus pour moi, maintenant je vais à fond dans le monde qui se présente à moi, avec l'olfacto, avec toute ma quête spirituelle, et je vais je vais vivre cela pleinement. Mais il y avait comme un sentiment d'incomplétude en moi, il y avait quelque chose qui manquait parce que je rejetais complètement tout mon passé et tout ce que j'avais pu apprendre, tout ce que j'avais pu expérimenter. Et voilà, j'avais pas fait le tri forcément. Donc, j'étais pas complètement moi-même et j'avais pas autant de. Je démarrais dans le coaching, mais alors je m'intéressais à tout ce qui était énergétique, mais forcément, j'étais pas. Je me comparais à certains énergéticiens ou qui avaient beaucoup plus de feeling par rapport au monde de l'invisible que moi-même. Donc, je trouvais pas ma place en fait. Et puis petit à petit, grâce à la co-création avec Gilles Fournil de l'olfacto coaching, à l'expérimentation des protocoles, bon, je raconterai une autre fois pour ceux et celles qui ne me connaissent pas comment ça s'est fait parce que c'était assez merveilleux. Mais là, je souhaite développer d'autres aspects par rapport au thème de la conférence. Mais disons que au fur et à mesure que j'ai transmis l'olfacto coaching, que je l'ai pratiqué en cabinet, finalement, l'olfacto coaching m'a donné à moi beaucoup et m'a complètement transformée. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis aperçue, et ça s'est fait vraiment dans la durée et sans que je le décide, presque à mon insu, je dirais. Euh, il y a eu un mélange. L'ancien monde est revenu. Et d'ailleurs, grâce à beaucoup d'olfacto qui me demandaient des méthodes, qui me demandaient, et moi, j'avais pas envie de transmettre des méthodes, parce que les méthodes, c'était avant, c'était pas, mais en fait, c'était ce qu'on me demandait. Donc, il fallait que j'intègre les outils du passé, mais enfin, voilà, c'était ce que la vie me demandait. Et donc, petit à petit, il y a eu un brassage qui s'est fait, et euh, l'olfacto coaching a changé pour que vraiment ce soit quelque chose qui fait le lien
entre ces deux mondes. Et moi, j'ai retrouvé de l'oxygène. Je me suis rendu compte que je devais aider de plus en plus des personnes comme moi euh, à se sentir légitimes, à œuvrer, à trouver du courage pour habiter autrement ce monde, mais au quotidien. C'est-à-dire dans leur réel, dans le monde de la vraie vie, comme on dit souvent aussi, hein. Non, il n'y a pas la vraie vie, il y a la vie tout court. Et la vie est une. Et j'ai rassemblé les morceaux de mon parcours, de qui j'étais. Et je crois que c'est ça que que j'ai à transmettre et dont je témoigne aujourd'hui à mon niveau. Alors, quelles sont ces trois dimensions qui permettent d'habiter poétiquement le monde et que j'ai voulu souligner ce soir par rapport à l'olfacto coaching? D'abord, le premier point, c'est que avant tout, en olfacto coaching, on s'adresse aux sensations corporelles. Donc ça me paraît fondamental. Alors, dans le vers de Oderling, il est dit, donc je le répète, sur terre habite, hein, alors attendez, je retrouve plus le vers. Poétiquement toujours, sur terre habite l'homme. Sur terre habite l'homme. Donc encore faut-il qu'il soit sur terre, hein. Donc le contact avec la terre, la notion d'habiter aussi, parce que habiter, il y a une notion de demeure, de vivre dans, de prendre soin de ce qui est là, hein, comme de sa maison, de de prendre place sur Terre. Donc, nous, en olfacto coaching, on va travailler sur l'ancrage par rapport à la Terre pour pouvoir effectivement réaliser des projets qui nous tiennent à cœur. Il ne s'agit pas de partir euh, la tête en avant, hein, de laisser les pieds derrière et de tomber parce que on s'est pris un mur ou on n'a pas vu qu'il y avait un plot devant nous. Donc, on va être bien droit, bien assis. On va prendre le temps de regarder notre environnement, hein, et de voir justement où on en est par rapport à ce qu'on souhaite. Et comment on fait pour voir où on en est par rapport à ce qu'on souhaite? Eh ben, on a un corps et il est très, très, très utile. C'est notre maison, c'est notre véhicule principal. Et en olfacto coaching, donc particulièrement dans les protocoles d'accompagnement individuel, dès le début, nous allons interroger le corps pour, par exemple, voir si la personne est prête, est en état, si c'est le bon moment de se lancer dans ce qu'elle souhaite, dans son projet. Et donc, par exemple, pour sonder cela, si la personne, on lui fait choisir des odeurs, si la personne choisit la lavande, euh, la lavande, en respirant la lavande va lui permettre d'exprimer ce que son corps a à dire. Alors, qu'est-ce que le corps a à dire avec la lavande? Et là, il faut laisser du temps pour ça à la personne. Eh bien, le corps a souvent à dire, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de recul, j'ai besoin de soins. Et parfois, il dit aussi, je me maltraite. Et si je vais encore plus dans cette direction, de vouloir ça, d'aller là comme cela aussi très vite, et parce que moi je veux, parce que moi j'ai décidé, eh bien le corps va encore plus souffrir. Donc la lavande dit va permettre à la personne de dire tout cela. Et c'est le corps qui va parler. Et du coup, c'est très, très, très important et très précieux pour habiter
habiter le monde que l'on souhaite, hein, habiter le monde et y réaliser des projets, trouver sa place, faire les choses au bon moment, au bon endroit. La lavande va être très précieuse. Bon, c'est un exemple, mais souvent, il faut voir que une des principales maladies aujourd'hui, c'est quand même le burn-out. Et qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est je suis coupée de mon corps et de mes sensations. Donc, c'est vraiment une priorité. Tous les olfacto-coachs hein, qui ont fait l'accompagnement individuel le savent. C'est vraiment une priorité de permettre à la personne de s'écouter profondément. Et là, on a un outil, nous les êtres humains, c'est nos sensations. Donc, on a un tableau de bord, on a quelque chose de magnifique. Ça, c'est le premier point, les sensations corporelles. Le deuxième point, très important, qu'on va utiliser et qui est assez inédit en olfacto-coaching par rapport à ceux et celles qui connaissent l'olfactothérapie, c'est la sagesse du corps, le corps qui sait, hein. Et ça, c'est très poétique parce que finalement, la sagesse, elle vient des muses, hein, et c'est les muses qui inspiraient les poètes hein, pour écrire des vers. Donc, c'est vraiment cette dimension qui nous dépasse et qui sait. Eh bien, tout ça, c'est dans notre corps. Donc, quand les personnes se posent des questions, par rapport à quelque chose qu'elle souhaite mettre en place, une difficulté, eh bien les réponses vont se trouver dans le corps. Et donc c'est cette dimension-là que nous allons solliciter en olfacto-coaching. Par exemple, dès le début, en accompagnement individuel, il y a une méditation qui s'appelle la méditation de la barque, où nous invitons la personne à s'embarquer pour un voyage vers ce qui importe pour elle, mais elle ne sait pas trop où elle va encore. Et on va l'inviter à laisser venir ce qui surgit. On va favoriser la curiosité de la personne, son ouverture, l'ouverture à l'inattendu, hein. Donc elle avance dans une direction, mais elle oublie tout ce qu'elle sait et c'est le corps, comme je disais, le corps sachant, le corps qui sait, qui va faire remonter grâce aux odeurs des informations au travers de ce voyage. Et là, on va vraiment euh, favoriser cette curiosité, cette rencontre des émotions, mais sur lesquelles on ne va pas forcément s'attarder, hein, parce que parfois il peut y avoir des émotions de tristesse, de peur, mais c'est pas grave, c'est là, et puis ça passe. Il peut y avoir des brouillards dans ce voyage, hein, toujours avec la barque, mais les brouillards vont petit à petit se dissiper. Et la personne va pouvoir entrevoir des images, quelque chose qui apparaît. Donc, on va favoriser tout cela et souvent les personnes s'étonnent, et ça c'est un signe quand les personnes sont étonnées de ce qui vient, qui n'a pas forcément un lien apparent avec la vie de la personne, hein, mais bizarrement, la personne ressent souvent une forme de soulagement. Il y a comme une reconnaissance naturelle. Ah oui, alors quand on écoute, nous, par rapport à la vie, par rapport à ce qu'elle souhaite, on se dit, mais il n'y a pas forcément de lien. Mais en fait, la personne, elle a le sentiment d'avoir reçu quelque chose par son corps, d'avoir eu une information très précieuse. Et ça, c'est super important et nous, on va l'accompagner à respecter cela, à lui donner droit et à avancer dans son cheminement avec cette information. Je vais donner un autre exemple en animation de groupe.
On va inviter les personnes à réfléchir à de nouvelles idées, à de nouveaux plans d'action, à, par exemple, si les personnes travaillent en créativité, si les personnes cherchent un nom pour une marque, pour leur entreprise, pour une association, on va leur proposer des odeurs et pareil, de faire appel au corps qui sait. C'est-à-dire que grâce aux odeurs et grâce à ce qui va s'exprimer qui vient du corps de la personne, eh bien, ça va faire tilt et il va y avoir des propositions inattendues, surprenantes, parfois décalées, mais on parle du décalage créatif qui est très intéressant parce que c'est habité. C'est pas la personne, elle s'y attend pas, elle n'y avait pas pensé, mais ça fait oui, ça fait un soulagement, c'est habité, c'est vrai, c'est spontané. Et c'est ça qu'on va favoriser dans nos animations de groupe lorsqu'on propose de réfléchir sur des thèmes, sur des nouvelles idées, comme je le disais tout à l'heure, en faisant circuler des odeurs. La dernière dimension que je voulais mettre en avant ce soir par rapport à l'olfacto-coaching et notre thème, c'est la dimension imaginaire, le sacré, le langage de l'âme. Hein. C'est pourquoi ce Skin disait à propos dans son ouvrage sur le parfum, il disait notre langage ne vaut rien pour décrire le monde des odeurs. Et on a tous été confrontés à cela. La première fois on sent une odeur avec notre touche à sentir, qu'est-ce qui vient? On sait pas parler. On n'a pas les mots pour cet univers. On a l'impression qu'il se passe rien parfois. On donne pas droit, ça n'a pas d'importance. On voit une petite lumière blanche, mais on n'ose pas dire qu'on voit cette lumière blanche parce que ben, c'est là, mais on ne sait pas que c'est important. Donc on n'a pas les mots, on est très désemparé. Et c'est vrai que ben, l'olfacto-coaching, ça va être aussi un accompagnement de la personne pour que petit à petit, elle se livre et elle s'adonne à ce langage de l'imaginaire. Et c'est quelque chose qui va se développer au fil du temps, puisqu'on revoit la personne en accompagnement de séance en séance. Et on peut dire que c'est comme une éducation, une ouverture à cette dimension. Et, et du coup, elle va bah, petit à petit, ces expériences vont être, parce que plus on reconnaît cela, plus cette dimension se manifeste et plus elle devient importante. Donc, petit à petit, la richesse de l'imaginaire va se développer. Ça va devenir de plus en plus, pour reprendre le terme, poétique. Alors, je peux pas, j'ai pas pu m'empêcher de citer certains poètes, hein, comme Maupassant, qui disait, je trouve ça tellement beau, qu'il ne savait pas s'il respirait de la musique, s'il entendait des parfums ou s'il dormait dans les étoiles. Voilà. Donc c'est vrai que c'est sublime et ça pointe sur ben, quelque chose qui nous dépasse quoi, avec les odeurs. Donc l'image qui vient pour les personnes en sentant une odeur, ça va être pour la personne une vérité poétique à rencontrer. Et pour moi, c'est très important. C'est ce que je vais, cette année, en 2025, je vais mettre l'accent là-dessus dans les formations, ce que je ne faisais pas forcément au début. Mais je vais vraiment insister parce que cette image qui vient, pour moi, elle est autonome, elle est vivante et elle est expansive. C'est une énergie qui se manifeste. Et je trouve que c'est très important lorsqu'on accompagne quelqu'un,
donc avec l'olfacto-coaching, de permettre à la personne de rester avec cette image et de la laisser devenir vivante. D'apprendre à la personne aussi à ne pas avoir peur de cette image, parce que parfois il peut y avoir une émotion, une sensation ou une image effrayante qui arrive avec l'odeur. Et donc c'est très important d'être sécure et de transmettre cette sécurité à la personne par rapport à tout cet univers. Euh, on peut dialoguer avec l'image qui nous fait peur en lui demandant de se transformer. On peut attendre que ça passe. Enfin, il y a différentes façons de faire avec. Et donc là, particulièrement, si je reprends l'olfacto-coaching, c'est vrai qu'on travaille avec ça dans le voyage olfactif du héros, puisque on propose aux personnes de vivre une quête de vie, hein, euh, comme des héros. On est tous des héros et des héroïnes. Et, mais bien sûr, sur le chemin, il y a des dragons, il y a des démons, des dragons qui nous font peur. Et on va proposer aux personnes de se confronter à leurs dragons, mais aussi de rencontrer des forces hein, en présence. Et ça va être très fort puisque ces dragons et ces forces sont des images en grandeur nature, des images qui véhiculent une énergie. Donc il va falloir aider les personnes à rentrer dans cet univers d'images. Donc, qu'est-ce que cette image m'invite à faire? Quelle est son énergie? Qu'est-ce que cette rencontre me fait? Qu'est-ce que ça me fait de voir ce dragon? Ou qu'est-ce que ça me fait de voir cette force? Voilà, donc on va guider la personne hein, dans ce stage et dans les protocoles liés à ce stage à apprivoiser toutes ces images, tout cet univers imaginaire avec lequel elle va rentrer en résonance, en vibration, en dialogue. Et c'est vraiment ben, la dimension poétique dans toute sa splendeur, je dirais. Enfin, en tout cas, dans cette dimension imaginaire, eh bien, qu'on cherche à réveiller, à éveiller chez les personnes. Notre exemple par rapport à la dynamique de groupe et aux réunions de groupe qu'on va organiser avec les odeurs. Donc, les olfacto-coach vont démarrer la réunion souvent en proposant que chacun se présente avec une odeur. Donc, ça a l'air tout simple, mais en fait, c'est complètement inhabituel. Euh, ça, ça, ça positionne les gens différemment. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais on est depuis notre plus tendre enfance, on est habitué à se présenter avec son CV, quoi. Moi, je m'appelle comme ça, donc un nom, un prénom, hein, et je fais ça, ça et ça, j'ai fait ça et ça. Voilà, ça, on sait faire, on voit ce que ça donne, parce que on est tous coincés, qui n'a pas vécu une réunion, hein, complètement tétanisé, d'avoir la gorge pour pouvoir dire je m'appelle. Hein, je m'appelle parce qu'on pense à l'école où on devait se présenter, ou aux examens, au regard des autres, au jugement. Enfin, ça renvoie à tout ça, à tout ce monde hein, où on est dans des boîtes, où notre identité est complètement limitée à notre CV, voilà, donc il y a toutes nos souffrances et tout ça là qui débarque. Mais non, on est habitué, c'est comme ça. Et on se rencontre pas quand on se présente comme ça. On est là, on est tous là dans notre rôle social où, ben ouais, voilà. Mais est-ce que j'ai rencontré l'autre dans son énergie? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est créé?
Alors que quand on se présente avec une odeur, eh ben, on sort complètement de cet univers, on est complètement dans la poésie, tout est possible. On peut ce jour-là être une rose, on peut être du mimosa, on peut être du jasmin, on peut être du romarin, peu importe, et se laisser aller dans cet univers poétique qui nous inspire pour se présenter. Et peut-être aussi que ben, d'autres personnes ont choisi la même odeur que nous, hein. C'est ce que on regarde, on a des protocoles pour ça aussi dans l'animation de groupe, puisqu'on fait des cartes d'odeur pour voir un peu en laissant faire le hasard, euh, ce que choisissent les personnes et s'il y a des points communs dans le groupe, si certains ont choisi les mêmes odeurs, d'autres des odeurs de la même famille. Voilà, on a plein de façons d'animer tout cela qu'on apprend dans les formations. Eh bien, tout ça, ça crée autre chose. Tout de suite, on habite la réunion différemment. Voilà, donc j'arrive à la fin de ce que je voulais vous dire. Donc, en conclusion, finalement, avec tout ça, le réel, il devient plus vaste. Le monde nous touche, hein. Le monde nous touche puisque c'est pas seulement, hein, je pense là à la rose du Petit Prince, hein. C'est pas une rose qui s'appelle rose Damascus, hein, rose centifolia, euh, telle plantation de telle couleur, etc. C'est pas une rose, c'est la rose dont le Petit Prince il s'occupe. Tous les jours, il prend soin, il la regarde, il lui parle, il rentre en relation avec elle. Du coup, c'est pas une rose, c'est la rose, hein. Donc le monde, ben, en fait, cette rose, ça peut être mon bureau, ça peut être mon verre, ça peut être là, l'ordinateur avec lequel je vous parle, ça peut être vos images. Tout ça, c'est le monde qui m'entoure. Et tout ce monde, il prend de l'ampleur avec la poésie, avec cette manière euh, de rencontrer tout cela euh, avec tous nos sens, avec le corps, avec la dimension, donc hein, je répète, en habitant pleinement. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de fuir et d'être perché. On est là, on est pleinement là, dans nos projets, dans notre réel, dans le monde actuel, et on est campé et on est présent, on est ancré. On est à l'écoute de ce que notre corps nous dit pour nos sensations, mais aussi ce qui nous révèle comme information. Et on est et on est complètement euh, en résonance avec le réel qui devient ben, une source d'information, d'énergie et qui n'est plus extérieur à nous, on n'est plus séparé du réel en fait. Et du coup, on n'est pas seul à réaliser quelque chose, à vouloir réaliser quelque chose. Si je prends le cas de Facto Coaching hein, pour réaliser des projets, mais on, on est, on est, on est entouré, quoi. On est entouré et la vie devient plus drôle, plus joyeuse, plus douce aussi. Donc je peux venir, le monde me touche. À partir de là, j'ai plus besoin de m'en protéger, hein. J'ai plus besoin de me barricader, ah ça me fait peur. Alors je vais faire des protections. Non, je vais à la rencontre du monde, puisque ce monde m'inspire, ce monde me nourrit, ce monde me renseigne pour ce que j'ai à faire d'important, pour réaliser ma vie, pour ma quête de vie, pour mes projets. Donc, ce monde-là, il est précieux, même si au premier abord il m'effraie, même si ça me plaît pas, même si ça va pas comme je veux, même si c'est difficile. Je suis pas en train de dire que c'est facile et que c'est confortable et que hein, je suis pas du tout en train de dire ça ce soir. Mais
je continue et de là naît quelque chose en tout cas que j'ai pu accoucher, quoi, que j'ai pu mettre au monde. Euh, Quand Baudelaire dit il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, hein, il est des parfums frais comme des chairs d'enfant, eh ben, je sais pas vous, mais moi, ça me parle. Ça me parle, c'est concret, c'est un langage concret pour moi, les chairs d'enfant. Un monde se déploie. C'est pas le parfum Chanel machin ou le parfum, je sais pas moi, euh, Mixa bébé. C'est un parfum frais comme des chairs d'enfant. Vous voyez? C'est concret. Je l'habite sur terre, mon parfum. Ce langage-là, il parle. J'ai tout de suite la sensation des joues, là, des bébés, des enfants qui est toute douce, qui sent si bon, alors c'est vrai qu'il y a une odeur de lait là un peu parce qu'on les nettoie beaucoup, ils sont alors c'est tout doux, ça sent tout bon, c'est pur, c'est délicat, c'est voilà, hein, c'est ravigourant, c'est juste merveilleux les chairs d'enfants, hein. Donc voilà, quand il dit ça, c'est tout un univers qui se déploie quand je le rencontre moi, hein. Donc du coup, le monde devient poétique et nous accompagnant finalement, hein, nous qui accompagnons les autres ou pour ceux qui, je sais qu'il y a beaucoup d'accompagnants, d'accompagnantes ce soir, de thérapeutes, bon et même pour tout le monde, je dirais, hein, mais notre rôle finalement, ce n'est pas de détenir un pouvoir avec un savoir lié aux odeurs. Alors, par exemple, pour les olfactos, hein, c'est vrai qu'on apprend, bien sûr, on apprend la symbolique des odeurs. Bien sûr, en olfacto-coaching, on apprend des correspondances. Qu'est-ce que ça veut dire, la bergamote, dans telle situation. Bien sûr, il y a tout ça. Mais je dirais que tout ça, c'est complètement accessoire. On n'est pas là pour détenir un pouvoir avec ce savoir. On n'est pas en position haute pour montrer aux gens que nous, on sait là interpréter. Hé, 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 si tu as cette odeur, c'est que il va se passer ça, ça et ça pour toi. Non, c'est plutôt que cette odeur parle à la personne et que la personne, en relation avec cette odeur, ben, petit à petit, elle va s'approprier un autre langage et du coup, elle va s'approprier une autre relation au monde. Et ça me paraît vraiment un enjeu majeur pour nous, les thérapeutes, les accompagnants en 2025, de montrer cet accès naturel à l'expérience au monde, ce monde qui a tant besoin d'amour, parce que c'est un autre mot, hein. J'aurais pu parler d'amour ce soir finalement. C'est la même chose que la poésie. La poésie, c'est l'amour. Donc, ce monde qui a tant besoin d'amour, d'attention, d'écoute pour se révéler poétiquement, hein, pour se révéler à nous poétiquement. Alors, j'en ai terminé pour ce que je voulais vous dire. Je continue sur des aspects plus, comment dire, plus relatif à la formation olfacto-coaching pour vous dire que pour ceux qui ont envie de s'inscrire, qui ne connaissent pas bien, donc en 2025, pour l'olfacto-coaching, il y a 2 stages de programmés pour l'animation de groupe, dont un qui démarre ce week-end en Zoom. Donc sur 2 matinées plus une troisième le 8 février. Il est vraiment ouvert à toutes les personnes qui ont des bases en olfacto, donc aux olfactothérapeutes. Et il n'est pas forcément axé sur l'olfacto-coaching, c'est-à-dire qu'il permet à des personnes qui pratiquent l'olfacto de faire des réunions de groupe avec l'olfacto. Voilà, donc ça je le précise parce que c'est pas souvent connu. Donc, pour ça, cette année, il y aura 2 stages. Il y en a un là qui démarre. Vous pouvez encore vous inscrire
avant mercredi, puisque le stage il démarre samedi. Voilà, mercredi soir, dernier délai, si ça vous intéresse. Il y a plus d'infos sur le site. Alors, il y a un nouveau site pour Olfacto Coaching, olfactocoaching.com. Donc, vous allez sur ce site et vous aurez toutes les infos. Il y a un deuxième stage au mois de mai, également sur Zoom, sur ce thème-là. Ensuite, il y aura deux stages en accompagnement individuel avec les odeurs, un sur Paris cette année au mois de mars et un en Ardèche en résidentiel au mois de novembre. Voilà, le voyage olfactif du héros, c'est un stage qui aura lieu en 2026. Il a lieu tous les 2 ans. Voilà, j'ai terminé avec les infos concrètes et maintenant je voudrais laisser place pour ceux qui ont un peu de temps euh, à vos questions, vos réactions par rapport à cette causerie. Vous êtes les bienvenus. Je vous propose de lever la main avec, vous avez l'onglet Réagir en bas de la conférence. Je vous propose de lever la main. Alors, je vais laisser l'enregistrement pour que les personnes qui nous écoutent entendent les réponses que je peux vous donner et puis vos témoignages s'il y en a, parce que ça permet d'enrichir mes propos, d'aller plus loin. Voilà. Alors, je veux bien prendre des questions. Donc, je ne vous vois pas tous, mais allez-y à la limite. J'espère que vous n'êtes pas intimidés. Allez-y, allez-y. Peut-être c'était pas clair. Voilà, Je je veux, suis là je pour. veux bien, Elisabeth, poser une question. Oui, C'est merci. Nathalie. Oui. Nathalie, oui, Tout à bonsoir. l'heure, vous avez dit que euh, dans la réunion de groupe, Oui. vous, vous laissez les personnes se présenter avec une odeur. Hein. J'ai trouvé ça super. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'elles doivent choisir cette odeur dans une sélection, qui sont des cartes, des images ou je ne sais pas quel objet, ou bien est-ce que c'est spontané, le choix de cette odeur? Alors, on utilise les deux selon ce que l'on cherche. Si par exemple, les personnes comment dire, si c'est la première fois qu'on les réunit, si on sait qu'on a affaire à un public, par exemple, qui n'a pas du tout l'habitude de travailler avec les odeurs, un public d'entreprise ou un public voilà, qui est pas dans ce milieu, qui n'a pas l'habitude, à ce moment-là, on va peut-être proposer aux personnes de choisir l'odeur pour Mhm, se présenter. Ça va être plus, comment dire, moins surprenant le mhm. résultat va être moins surprenant. On leur laisse un peu la main, hein. Elles vont encore un peu contrôler. Voilà. Et sinon, on laisse place à l'inattendu, la surprise. Voilà, ça dépend vraiment du milieu, de ce qu'on cherche. On utilise les D'accord. deux. Mm. D'accord. Donc, ça sous-entend que chaque. Enfin, moi, je pensais que sur chaque odeur, il y avait un signifiant, enfin, une explication de l'odeur. Donc, que si quelqu'un choisit une odeur que vous n'avez pas, vous, étudiée dans le cadre de l'élaboration de l'olfacto coaching, vous pouvez quand même y répondre. Alors là, dans ce protocole, en olfacto coaching, on n'utilise que les odeurs. Alors pour être très précise, pour ceux qui connaissent, on n'utilise que les odeurs du coffret de base. On Oui. utilise 24 odeurs. Hein, 7 D'accord. plus 8 synergies, c'est tout. On D'accord. travaille qu'avec ces odeurs dont on connaît la typologie. Mais le but là, ce n'est pas comme je le disais, c'est pas du tout de dire ce qu'on sait des odeurs. Là, c'est que les personnes apprennent à parler à partir
de leur expérience de Mmh. la rencontre avec l'odeur Mmh. et de solliciter le corps sachant pour se présenter. Mmh. D'accord. Et notre Alors, originalité en olfacto-coaching, c'est que la personne est assise, elle n'est pas allongée comme en mmh, olfactothérapie. mmh, Donc vraiment, c'est naturel, quoi. On apprend à parler spontanément avec l'odeur. Voilà. d'accord, OK. J'ai posé la question parce que je viens de terminer une formation d'aromathérapie et à la fin, elle a conclu, l'animatrice sur, une petite expérience avec justement le tarot. Et je suis tombée sur, bah, le poivre, enfin bon, voilà, c'est pas d'importance, mais ça m'a emmenée dans un endroit, enfin dans un endroit très, très sacré et très profond. Et quand, on a lu ensuite le signifiant, ça m'a complètement transcendée parce que ça a été le début en fait de mon travail que je fais actuellement. Ça a été le starter en fait, la genèse de ce que du projet que je monte aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis demandé si c'était complètement au hasard que je tombe sur le poivre, puisque je l'ai tiré au sort cette carte, hein, Mm, mm. et donc là, on est vraiment dans le hasard. On n'est plus dans la spontanéité ou la carte, j'aurais pu tomber sur n'importe quelle autre en fait. Et ça a vraiment pris un sens. Et quand ça a été fini, je me suis dit, c'était la carte qu'il fallait que je tire. Donc voilà, je voulais faire part du témoignage, parce que je le trouve assez fort. Ouais. Eh ben, merci pour ce très beau témoignage. Effectivement, les personnes peuvent vivre ces expériences en olfacto-coaching aussi. On a un jeu de cartes qui s'appelle Les odeurs questionnent et on propose aux personnes de tirer les cartes aussi, de choisir des cartes, de les choisir au hasard, pas au hasard. Enfin voilà, il y a plein de protocoles. Et souvent, il y a cet effet dans ce que tu témoignes. Il y a cette notion de ah ben c'est surprenant parce que c'est complètement du hasard, mais c'est pas du hasard. Enfin voilà, les personnes s'étonnent de ce qui se passe. Et ça, Mm, c'est un signe souvent, comme je le disais, par rapport au dialogue avec le réel. Mm. tout à fait. Merci en tout cas Merci. de ces questions et de ton témoignage. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions, témoignages, questions? Avant que je ne termine la réunion, une dernière question. Il n'y en a eu qu'une, mais une autre, une autre question. Allez-y, je suis là pour ça. Ben, moi, je veux bien témoigner de justement de de cette espèce de magie qu'il peut y avoir en fait dans le fait de tirer une odeur au sort, un peu comme ça, par hasard, entre guillemets, avec une question qui est présente là, et puis le fait de tirer de tirer l'odeur, les personnes ne voient pas l'odeur, on demande. Oh, c'est aussi quand même quelque chose d'important à dire, c'est qu'ils savent pas l'odeur qu'ils vont tirer au sort, parce que sinon le mental commence à, oui, j'aime bien, je sais déjà que j'aime ou je sais déjà que j'aime pas, donc puisqu'on essaie de voir un peu, oui, si c'est aimé, si c'est pas aimé, etc. Et puis de voir ce que ça éveille en fait comme réponse déjà en fait à leur aux questions qui se posent. Donc, même dans simplement je dirais une séance de découverte, quoi, où on vient avec rien quasiment, ou bien juste, ou bien avec une question, et de voir comment, à partir de l'odeur et de ce processus de dire, OK, je sens l'odeur, est-ce que je l'aime pas? Et ça se passe où dans le corps? Comment, qu'est-ce qui,
Et c'est vrai que parfois, c'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu pas, qui n'ont pas vraiment l'habitude d'écouter leurs ressentis en général. Et donc, mais bon, on peut toujours tirer des fils. Et puis, il y a des choses qui émergent. Et puis, quand on essaie de faire le lien avec la question de départ, il y a toujours quelque chose qui arrive et qui est éclairant pour les personnes, quoi. Du coup, la question que je voulais poser par rapport à ça quand même, dans les petites, je vois bien que jusqu'à présent, dans le travail que j'ai fait avec des groupes, je suis tombée chaque fois avec des gens qui étaient quand même assez ouverts à expérimenter quelque chose. Et ici, je vais démarrer avec un groupe où je ne suis pas sûre qu'ils ont tous cette habitude-là. Donc moi, c'est mon appréhension, c'est de ma peur dont je parle. Et en groupe, là, du coup, je me dis, tiens, c'est en groupe que ça se passe et qu'il y a une personne ou l'autre qui a un petit peu, qui a des difficultés à se connecter à son corps, à ses sensations, etc. Moi, j'ai prévu des petits échauffements pour un petit peu sortir de son mental et plus dans les sensations. Mais je ne sais pas si tu as un témoignage par rapport à ça dans une expérience d'animation de groupe où il peut y avoir, oh, je sais pas quoi dire, enfin, je sais pas. C'est une odeur, j'aime pas, je déteste. Ah, tu vois? Hmm. Ouais, ouais, ouais. Merci Cathy pour ton témoignage et pour ta question. Donc effectivement, ben oui, ça arrive souvent en fait hein, qu'il y ait des personnes qui sont un peu fermées, qui sont un peu réfractaires, qui n'y croient pas. Mhm. Alors, ce dont je me suis aperçue au fil du temps, c'est que c'est justement en donnant droit moi-même à cette dimension poétique, hein, ce que j'ai appelé dans la conférence dimension poétique, en y croyant jusqu'au bout, que finalement, ça passe au-delà de moi. C'est parce que moi, j'y donne droit, parce que moi, j'y crois, parce que moi, voilà, je l'ai expérimenté, que je permets à l'autre, mais vraiment par mimétisme, hein. Il y a une loi, c'est le mimétisme. C'est comme ça Mhm. qu'on transmet, en fait. Mhm. Et si toi-même, tu te positionnes, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence, pour vous dire, allez-y, enfin, pour ceux qui portent ça, que ce soit avec les odeurs ou autre chose, hein, mais voilà. Allez-y, donnez droit, montrez-le, restez là-dessus. Et les autres, vous allez voir que petit à petit, ça va les aider à y aller. Parce que c'est naturel. Donc pourquoi les gens sont coupés? C'est complètement naturel. Et c'est facile. C'est juste que, ils n'y accordent pas d'importance. Ils n'y accordent pas d'importance. Et donc, ça, c'est l'attitude. Pour moi, c'est le plus important. Alors, les petits exercices, je suis entièrement d'accord. J'ai fait ça aussi. Je pense que voilà, ça va te permettre, ça va te rassurer et puis peut-être que ça va vous permettre d'être en harmonie, tu vois, enfin. Et après, dans l'accompagnement, quand tu accompagnes les personnes par rapport à l'image qui vient, tu sais, il y a les personnes justement qui disent, bah, il n'y a rien, moi, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc, ben, tu restes là, tu attends et tu dis, bah, déjà, tu as prévenu avant, hein, je le dis dans les animations de groupe, tu as bien prévenu que il n'y a pas d'enjeu, que c'est pas important qu'il se passe forcément quelque chose, que tout peut avoir lieu, que c'est OK si il y a quelque chose de fantasque qui apparaît. Enfin, tu vois, tu as bien installé le travail au départ, avant l'exploration. Et pendant l'exploration, dans ta guidance, ben, c'est permettre, permettre, permettre. Et comment il est, et aller plus loin, tu sais, les questions, et comment il est ce rien? Et moi, franchement, c'est une question que j'ai posée et qui marche. Et comment il est ce rien? Il y avait une personne, elle avait rien, et puis d'un coup, elle a vu un nuage. Un nuage qui était un peu gris, un peu blanc, un peu, tu vois, gris clair. Et tu vas dans la nuance, dans la subtilité, et tu l'aides à exprimer.
comment il est ce nuage, tu vois, ce rien, ce qu'elle appelait rien. Et puis finalement, tu accordes de l'attention et de l'importance à ça, donc par ta qualité d'écoute et de reformulation, et du coup, bah, la personne se sent entendue. Voilà. Je sais pas si je réponds à ta question. Oui, tu réponds à la question et je l'entends et je l'ai expérimenté en individuel. Et en collectif, comme on va sentir l'odeur et on va pas tout de suite se raconter au fur et à mesure, parce qu'il y a quand même un peu des étapes et on va noter. Voilà, c'est peut-être évoqué si, bah, si vous avez l'impression qu'il n'y a rien, mais il a quelle forme ce rien? Voilà. Voilà, c'est Ah ça, oui, si tu t'adresses à d'envisager tout le vraiment monde, toutes les possibilités. c'est ça, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et surtout celle-là, avec un public, il faut, oui, alors là, moi, effectivement, je pensais à une guidance individuelle, Oui, personne oui, par personne, tu sais, oui, on peut faire en groupe. Mais il y a une autre possibilité, on peut faire une guidance collective. Donc, si tu fais une guidance collective, à ce moment-là, tu envisages tous les cas, effectivement, et en disant que c'est vraiment pas grave s'il se passe rien, qu'il faut laisser du temps, que on n'est pas là pour prouver que ça marche, que c'est un jeu. Hein, il faut présenter ça comme un jeu, comme une exploration, comme un exercice. Tu vois, si tu fais plusieurs explorations collectives, bah, tu peux faire un petit jeu. Au début, tu dis, allez, on va faire un petit jeu, on s'amuse, on va découvrir. Tu vois, très léger, très, voilà. Tu vois, très simple, voilà. Vraiment banaliser le truc. Banaliser au maximum et envisager les possibilités. S'il se passe rien, comment est-ce rien? S'il y a quelque chose, une forme qui est pas, qui est pour vous, qui n'existe pas dans votre vie, laissez-la venir. Ça peut être un éléphant rose, voilà. Tout est possible. Voilà. merci Elisabeth, merci. Ben, merci pour ta question. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, ben, écoutez, j'ai été très, très heureuse d'être avec vous ce soir. Je vous remercie d'avoir répondu. J'ai eu beaucoup d'inscriptions. Je sais qu'il y en a qui vont nous écouter en replay. Donc, j'étais très contente que ce thème ait parlé à beaucoup de personnes et je vous souhaite une excellente soirée et je vous embrasse toutes et tous. Merci. À bientôt, j'espère. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. au revoir. Merci. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir.